Bonjour, je m'appelle Rebecca. J'ai 28 ans et je viens de me marier avec Richard, un homme de 7 ans mon aîné. Mais revenons un peu en arrière, d'accord? Laissez-moi vous dépeindre le jour où Richard et moi nous sommes rencontrés pour la première fois. C'était à l'occasion d'une de ces fêtes de jardin que nos parents aimaient organiser. J'avais 18 ans, je sortais du lycée, et Richard avait 25 ans, c'était la nouvelle coqueluche de l'entreprise de son père. Je me souviens qu'il s'est approché de moi, une coupe de champagne à la main. Rebecca, c'est ça? A-t-il demandé, la voix douce comme de la soie. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Je me souviens avoir rougi, ne sachant pas quoi dire. Et vous êtes Richard. J'ai aussi beaucoup entendu parler de toi. Il a ri, un son qui a fait palpiter mon cœur. J'espère que ce sont de bonnes choses. Nous avons passé le reste de la soirée à parler, à rire, à ma grande surprise, à nous rapprocher à un niveau auquel je ne m'attendais pas. C'est ce soir-là que nos parents, nous voyant ensemble, ont eu l'idée de nous marier. Il a fallu quelques années de plus, mais leur projet a fini par se concrétiser. Avant de nous marier, nous avons signé un contrat de mariage. C'était un accord assez simple, si l'un d'entre nous nous trompait, l'autre pouvait rompre le mariage et repartir avec 3 millions de dollars. Je n'avais pas l'intention de jouer, alors j'ai signé sans sourciller. Je me souviens du jour où nous avons signé cet accord. Mon père, un homme peu loquace mais au cœur aussi grand qu'un océan, m'a regardé avec de l'inquiétude dans les yeux. Es-tu sûre d'être d'accord avec ça, Rebecca? M'a-t-il demandé. Sa voix était posée, mais je pouvais entendre l'inquiétude sous-jacente. Papa, c'est bon. Je l'ai rassuré en le serrant rapidement dans mes bras. J'ai confiance en Richard et il a confiance en moi. Ce n'est qu'une formalité. Richard était là. Lui aussi. C'est lui qui a insisté pour signer ce papier. Je ne veux pas que tu te sentes coincée, Rebecca, dit-il. Sa voix était un peu tendue. Et si tu n'es pas à l'aise avec ça, nous pouvons en discuter plus longuement. Mais je me suis contentée de secouer la tête et de lui sourire. Richard, ça ne me dérange pas. Je te fais confiance. Il a semblé soulagé et m'a rendu un sourire chaleureux. Je te fais confiance, Rebecca. C'était le début de notre voyage. Nous nous sommes mariés lors d'une grande cérémonie qui a fait couler beaucoup d'encre. J'étais enthousiaste à l'idée de ce nouveau chapitre de ma vie, ignorant totalement la tempête qui se préparait à l'horizon. Après le mariage, nous avons emménagé dans une belle maison à la périphérie de la ville. C'était un rêve devenu réalité de vivre avec Richard, de me réveiller à ses côtés tous les matins. Il était gentil, attentionné, et pendant un certain temps, tout semblait parfait. Notre lune de miel était comme sortie d'un conte de fées. Nous avons passé 2 semaines dans une magnifique station balnéaire, à profiter du soleil et de la compagnie de l'autre. Mais lorsque nous sommes rentrés à la maison, les choses ont commencé à changer. Richard est soudain devenu une personne différente. Il était distant, toujours perdu dans ses pensées. Il rentrait tard du travail et allait directement au lit sans même dire bonsoir. Nous avons commencé à faire chambre à part, à manger à des heures différentes et à nous parler à peine. Un jour, j'ai décidé de le confronter. Richard, lui dis-je, en essayant de garder la tête froide. Qu'est-ce qui se passe? Tu agis bizarrement depuis que nous sommes rentrés de notre lune de miel. Il m'a regardé, les yeux dépourvus de la chaleur qu'ils avaient auparavant. J'ai juste été très occupé par mon travail. Rebecca. Il a répondu en ne croisant pas mon regard. Mais nous ne nous parlons presque plus. J'ai continué. Nous vivons comme des étrangers dans notre propre maison. Il soupire et se passe les doigts dans les cheveux. Je sais, Rebecca. Je sais, Rebecca, je suis désolée. J'essaierai de prendre plus de temps pour nous. Mais les choses n'ont pas changé. Au contraire, elles ont empiré. Richard a commencé à rentrer encore plus tard, parfois jusqu'aux premières heures du matin. Il a cessé de manger avec moi et nous nous sommes à peine vus. J'ai commencé à avoir des soupçons. Voyait-il quelqu'un d'autre,
Cette idée m'a fait mal au ventre, mais je ne pouvais pas ignorer les signes. J'ai décidé de le confronter à nouveau. Richard, lui ai-je dit un soir où il rentrait tard. Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre? Il a eu l'air choqué par ma question. Qu'est-ce qu'il y a? Non, Rebecca, je ne te ferai jamais ça. Mais tu es toujours dehors, tu ne passes jamais de temps avec moi. Lui dis-je, les larmes aux yeux. Je te l'ai dit, c'est juste le travail, dit-il, la voix ferme. Je ne te trompe pas, Rebecca. Mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Richard n'était pas l'homme que j'avais épousé. Il était distant, froid et semblait cacher quelque chose. Je ne savais pas quoi faire. J'aimais Richard, mais je ne pouvais pas vivre ainsi. J'ai décidé de creuser un peu. Et si Richard ne voulait pas me dire ce qui se passait, j'allais le découvrir par moi-même. J'ai commencé par vérifier son téléphone lorsqu'il était sous la douche. Je me sentais coupable de violer sa vie privée, mais j'avais désespérément besoin de réponses. Je n'ai pas trouvé de message ou d'appel suspect, mais j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait mal au cœur. Richard avait cherché des appartements. Avait-il l'intention de me quitter? Je l'ai confronté à ce sujet. Richard, pourquoi cherches-tu des appartements? As-tu l'intention de me quitter? Il a eu l'air décontenancé. Non, Rebecca, je cherchais juste. Je n'avais pas l'intention de te quitter. Mais pourquoi cherchais-tu? Demandai-je, la voix tremblante. Je ne sais pas, Rebecca, dit-il, sa voix étant à peine un murmure. J'ai juste besoin d'un peu d'espace. Un jour, j'ai décidé d'en parler à ma mère. Elle a toujours été mon roc, ma personne de confiance dans les moments difficiles. Maman, j'ai dit, je ne sais pas quoi faire. Richard a changé. Il n'est plus le même. Ma mère m'a écouté, le visage plein d'inquiétude. Rebecca, dit-elle, vous êtes tous les deux en train de vous adapter. Vous êtes de jeunes mariés. Il faut du temps pour construire une vie ensemble. Je voulais la croire que ce n'était qu'une phase et que les choses allaient s'améliorer. Mais au fond de moi, je savais qu'il y avait plus que ça. Richard cachait quelque chose. Je le sentais. J'ai essayé de me débarrasser de ce sentiment, j'ai essayé de me convaincre que maman avait raison. Mais ce sentiment ne disparaissait pas. C'était comme une voix lancinante au fond de mon esprit, qui me rappelait constamment que quelque chose n'allait pas. Quelques semaines plus tard, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai abordé Richard. J'ai besoin d'un emploi. Lui ai-je dit en le regardant dans les yeux. Il a eu l'air surpris. Tu veux travailler? A-t-il demandé en haussant un sourcil. J'ai acquiescé. Oui, j'ai besoin de faire quelque chose, Richard. Je ne peux pas rester à la maison toute la journée. Il a réfléchi un moment, puis m'a dit, je peux t'offrir un emploi dans ma fondation. Nous aidons les enfants en difficulté. Cela vous intéresserait-il? J'ai été déconcerté. Et la fondation de Richard était bien connue pour son travail avec les enfants. J'avais toujours admiré leur travail. Oui. Ai-je dit sans hésiter. J'en serais ravi. Travailler à la fondation était une bouffée d'air frais. J'étais occupé. Je faisais quelque chose d'utile. J'ai rencontré des enfants qui étaient forts, résistants, des enfants qui avaient connu plus d'épreuves que n'importe quel enfant ne devrait en connaître. C'était déchirant, mais c'était aussi une source d'inspiration. Ce travail m'occupait et me permettait de ne pas penser aux problèmes de la maison. Richard et moi avions nos problèmes, mais au moins pendant la journée, j'avais quelque chose d'autre sur quoi me concentrer. Le travail était difficile, épuisant sur le plan émotionnel, mais il en valait la peine. J'avais l'impression de faire la différence, de faire quelque chose d'important. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie heureuse. Mais même à ce moment-là, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Richard était étrange, distant. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais je savais que quelque chose n'allait pas.
Et j'étais déterminée à trouver ce que c'était. En proie à un tourbillon de questions et le cœur lourd de trahison, j'ai décidé d'engager un détective privé. Je devais savoir si Richard me trompait. Et il ne s'agissait pas seulement de ma fierté, mais aussi de ma tranquillité d'esprit. Je ne pouvais pas vivre dans l'ombre du doute, en me demandant constamment ce qui n'allait pas. Et puis il y avait le contrat de mariage, celui que nous avions signé avant de nous marier. Et si Richard me trompait, ce n'était pas seulement une trahison, c'était une erreur coûteuse. J'ai trouvé une agence de détectives en ville, dirigée par un homme nommé Joe. C'était un ancien flic, un vétéran à l'œil vif et à l'attitude sans état d'âme. Je lui ai raconté mon histoire, mes soupçons, et il m'a écouté, le visage impassible. J'y ferai de mon mieux, Rebecca, a-t-il dit lorsque j'ai terminé. Mais je ne peux rien promettre. Si votre mari vous trompe? Il fait du bon travail pour le cacher. J'ai acquiescé, j'ai compris. J'ai juste besoin de savoir, Joe. D'une manière ou d'une autre, j'ai besoin de savoir. Je me souviens du jour où il est venu me présenter son rapport. Son visage était sérieux, ses yeux compatissants. Je suis désolé, Rebecca, a-t-il dit. Je n'ai trouvé aucune preuve que votre mari vous trompe. J'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de déception. Une partie de moi était heureuse que Richard ne vous trompe pas, mais une autre partie de moi était frustrée. S'il ne me trompait pas, pourquoi était-il parti? Que cachait-il, tu es sûr, Joe? Je demande, ma voix est à peine un murmure. Il n'y a rien du tout, Joe secoue la tête. Je suis désolé, Rebecca. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais entendre. J'ai remercié Joe et l'ai payé pour ses services. En le regardant partir, j'ai ressenti un profond sentiment de perte. J'étais revenu au point de départ, avec plus de questions que de réponses. Je travaillais pour un fonds de bienfaisance quand il est entré. Il s'appelait Daniel, le nouveau. Il était beau, avec un sourire charmant qui pouvait illuminer une pièce. Il était intelligent, avec une vivacité d'esprit et un esprit vif. Il était drôle, avec un sens de l'humour qui pouvait faire rire n'importe qui. Et il ressemblait à un acteur célèbre, avec ses traits ciselés et son allure remarquable. Bref, c'était l'homme idéal pour moi. Mais même si Daniel m'attirait, je n'arrivais pas à me débarrasser d'un sentiment de malaise. Son arrivée me semblait trop parfaite, trop commode. Je ne pouvais m'empêcher de penser à Richard et au contrat de mariage. Et si j'étais prise en flagrant délit de tromperie, je devrais payer la somme rondelette de 3 millions de dollars. Daniel pourrait-il être un piège tendu par Richard pour me prendre en flagrant délit? J'ai décidé d'engager à nouveau Joe, le détective privé auquel j'avais fait appel pour enquêter sur Richard. Je lui ai demandé d'enquêter sur Daniel, pour voir s'il avait des liens avec Richard. Joe a accepté de s'occuper de l'affaire. Il a commencé à enquêter sur Daniel, à fouiller son passé, ses relations. Il l'a suivi, à observer ses mouvements, ses interactions. Il était toujours aussi minutieux, ne négligeant aucune piste. Pendant ce temps, j'essayais de garder mes distances avec Daniel. C'était difficile, surtout quand il était si charmant, si attirant. Mais je devais être prudente. Je ne pouvais pas me permettre de tomber dans un piège. Pas quand l'enjeu est si important. Un jour, Daniel m'a invité à prendre un café. J'étais déchirée. Une partie de moi voulait dire oui, pour mieux le connaître. Mais une autre partie de moi était effrayée, inquiète de ce que Joe pourrait découvrir. J'aimerais beaucoup, Daniel, ai-je dit, en essayant de garder une voix stable. Mais je suis très occupée en ce moment. Peut-être une autre fois. Daniel a semblé déçu, mais il n'a pas insisté. Bien sûr, Rebecca, a-t-il dit, son sourire s'estompant légèrement. Une autre fois. J'ai ressenti une pointe de culpabilité. Et si j'avais tort? Et si Daniel n'était qu'un gentil garçon, et que je laissais mes soupçons gâcher une bonne chose potentielle? Mais je ne pouvais pas prendre le risque. Pas avant d'en être sûr. Quelques jours plus tard, Joe est venu me remettre son rapport. Son visage était sérieux, ses yeux durs.
Je suis désolé, Rebecca, mais vos soupçons étaient fondés. Daniel travaille pour votre mari. J'ai ressenti une poussée d'émotion. La colère contre Richard pour avoir essayé de me piéger. Le soulagement que je ne sois pas tombé dans le piège. La tristesse de voir que Daniel n'était pas celui que je croyais. Mais par-dessus tout, j'ai ressenti un sentiment de justification. Je n'étais pas folle. Mes soupçons étaient fondés. Merci, Joe, ai-je dit. La voix étranglée. Vous avez fait du bon travail. En regardant Joe partir, j'ai ressenti un étrange sentiment d'apaisement. J'avais évité une balle, une erreur coûteuse. Mais j'avais aussi perdu quelque chose. L'image de l'homme idéal, l'espoir de retrouver l'amour. La pilule était amère à avaler. Mais je n'allais pas me laisser abattre. J'étais plus forte que cela. J'allais aller de l'avant, retrouver le bonheur. Je n'avais pas besoin d'un homme idéal. J'avais juste besoin de quelqu'un de vrai, d'honnête. Et j'allais trouver cette personne, quoi qu'il arrive. J'aurais pu renvoyer Daniel sur le champ, mais j'ai décidé de prendre un autre chemin. J'ai choisi de jouer le jeu, de me lier d'amitié avec lui. Tout en veillant à ce que mon comportement soit irréprochable, je n'ai pas donné à Richard l'occasion de me montrer du doigt. Daniel, lui, a pris mon amitié pour un signe de quelque chose de plus. Il a commencé à se détendre, pensant qu'il me tenait sous son charme. L'ironie de la chose, c'est que c'est lui qui s'est fait l'avoir. Mais je n'ai pas révélé le secret à Daniel. Je ne pouvais pas risquer qu'il retourne voir Richard. J'ai donc continué à jouer la comédie, à maintenir la façade amicale. Un jour, j'ai décidé de faire monter les enchères. J'ai demandé à Daniel de se joindre à moi pour le déjeuner, en faisant croire qu'il s'agissait d'une discussion décontractée sur les œuvres de charité. Il a accepté, un sourire suffisant plaqué sur son visage. Il pensait faire des progrès. Nous avons trouvé un coin tranquille dans le café. Alors, Daniel, j'ai commencé. Comment trouves-tu le travail caritatif? Il haussa les épaules, un air confiant dans les yeux. C'est bien. Différent, mais bon. Et Richard? Demandai-je, en essayant de maintenir la stabilité de mon interlocuteur. Que penses-tu de lui? Daniel a eu l'air surpris. Richard? Il est bien, je crois. Pourquoi? J'ai haussé les épaules, essayant de paraître décontractée. Je suis juste curieuse. Il est un peu énigmatique, n'est-ce pas? Daniel rit, visiblement soulagé. Oui, il peut être difficile à cerner. Nous avons continué à discuter du travail, de la vie. J'ai veillé à garder un ton neutre, pour ne pas lui donner de raison de se méfier. Dans les jours qui ont suivi, j'ai continué à jouer le jeu. J'ai continué à jouer la carte de l'amitié, tout en veillant à ne jamais franchir la ligne. J'étais toujours sur mes gardes, toujours prudent. C'était un jeu risqué, mais j'étais prêt à le jouer. Pour l'instant. Un jour, au cours d'un déjeuner de travail, Daniel m'a regardé d'un air sérieux. Tu sais, j'ai réfléchi. J'ai haussé un sourcil, un frisson me parcourant l'échine. À quoi? Il a haussé les épaules, l'air mal à l'aise. À nous. À propos de chose que nous avons. J'ai senti mon cœur battre la chamade. C'était le moment. Le moment que je redoutais. Je me forçais à sourire. Et qu'est-ce que nous avons, Daniel? Il me regarda, un regard plein d'espoir dans les yeux. Je crois. J'y pense que nous avons quelque chose de spécial. J'ai ressenti une pointe de culpabilité. Daniel tombait dans mon piège, comme je l'avais prévu. Mais je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien. Mais je devais continuer à jouer la comédie, à jouer le jeu. J'ai donc souri à Daniel, un faux sourire plaqué sur mon visage. Oui, Daniel. Dis-je, ma voix étant à peine un murmure. Nous avons quelque chose de spécial. Et juste comme ça, j'avais tendu le piège. Le jeu était lancé. Mais à quel prix,
La guerre froide à la maison avec Richard était toujours aussi glaciale. Nous nous croisions de temps en temps, nous échangions des salutations, puis nous nous retirions chacun de notre côté. Et la plupart du temps, il était à son appartement, prétextant que c'était plus pratique pour ses déplacements professionnels. Par un après-midi ensoleillé, j'ai composé le numéro de Daniel. J'ai ajouté à ma voix une chaleur aussi factice que ses documents, l'invitant à venir chez moi. Il pensait sans doute que j'étais enfin prête à céder à ses avances. Le pauvre, il ne pouvait pas se tromper davantage. En entrant chez moi, Daniel n'a pas été accueilli par une séduisante femme au foyer, mais par mon ancien camarade de classe, devenu un policier au visage sévère. Il avait accepté de m'aider, et la surprise sur le visage de Daniel en valait la peine. Le policier a vérifié les papiers de Daniel et, comme prévu, ils étaient aussi faux qu'un billet de $3. Il était temps de passer à l'action. J'ai proposé à Daniel de faire un choix. Et elle pouvait soit rester avec Richard et faire face aux conséquences de ses faux papiers, soit changer de camp et travailler pour moi. Les yeux de Daniel se sont croisés entre moi et l'officier, et après un moment de silence, il a hoché la tête. Il a accepté mon marché. Échec et mat, Richard. C'est alors que le véritable jeu commença. Le pion de Richard jouait désormais pour moi. Mais je savais que ce n'était que le début. Richard était un homme rusé, il ne se laisserait pas faire sans se battre. Dans les jours qui ont suivi, j'ai surveillé Daniel de près. Malgré son accord, je savais que je ne pouvais pas lui faire entièrement confiance. C'était un joker, une menace potentielle, mais pour l'instant, il était utile. Un jour, j'ai convoqué Daniel dans mon bureau. Il faut qu'on parle, ai-je dit, le ton grave. Il m'a regardé, une pointe d'inquiétude dans les yeux. De quoi? De Richard, répondis-je. Je dois tout savoir. Ses plans, ses stratégies, tout. Daniel hésita, puis acquiesça. D'accord, je te dirai tout ce que je sais. Et comme ça, j'avais mon initié. Ma contre-attaque était prête. Mais ce n'était que le début. La vraie bataille était encore devant nous. Richard ne se laisserait pas faire sans se battre, et je devais être prêt. Je devais être prêt. Parce que ce n'était plus un simple jeu. C'était la guerre. Et dans la guerre, il n'y a pas de règles. Il n'y a que la survie. Les jours se sont transformés en semaines, et je commençais à m'impatienter. Je voulais affronter Richard, lui montrer que je n'étais pas la mauviette qu'il croyait. Joe, vers qui je me tournais une fois de plus, m'avait donné un conseil. Pousser Richard. Avait-il suggéré. Fais-lui croire que tu es tombé dans son piège. C'était un pari, mais j'étais prête à jouer le jeu. Daniel et moi avons donc organisé une séance photo. Nous avons posé d'une manière qui pourrait être considérée comme compromettante, comme la preuve d'une liaison. Mais nous avons été prudents. Nous avons gardé les originaux, où tout était aussi innocent qu'un pique-nique d'école du dimanche. Une fois les photos prêtes, je les ai données à Daniel. Donnez-les à Richard, avais-je dit en lui remettant l'enveloppe. Qu'il en tire ses propres conclusions. Daniel m'a regardé, l'inquiétude se dessinant sur son visage. Tu es sûr de toi? Avait-il demandé à nouveau. Une fois qu'on a commencé, on ne peut plus revenir en arrière. J'y sais, avais-je répondu, une détermination à toute épreuve dans la voix. Et je suis prête. Dès le lendemain, Richard était tout sourire au dîner. Il pensait qu'il m'avait attrapé, qu'il avait pris le dessus sur moi. Mais il n'en a pas dit un mot. Mais je n'étais pas inquiète. J'y savais ce qui m'attendait. J'étais prêt. Pendant ce temps, Joe était sur l'affaire. Il creusait la terre sur Richard, trouvant toutes les preuves dont nous avions besoin. Il faisait bien son travail et je lui faisais confiance. Enfin, Joe a appelé. Richard s'est détendu et a perdu sa prudence. Je le tiens, dit-il, la voix rauque de satisfaction. J'ai toutes les preuves de la tromperie de Richard. Photos, vidéos, tout le tralala. J'ai ressenti une bouffée d'excitation. C'est bien. Dis-je.
Un sourire se dessinant sur mon visage. Faisons-le tomber. Mais je n'ai pas confronté Richard. Pas encore. Je voulais qu'il pense qu'il gagnait. Je voulais voir la tête qu'il ferait quand il comprendrait qu'il s'est fait d'avoir. J'ai donc attendu. J'ai joué le rôle de l'épouse dévouée, attendant que Richard passe à l'action. Je savais ce qui allait se passer et j'étais prête. L'horloge tournait vers le dîner de famille. Je savais que c'était le moment, l'épreuve de force. J'ai ressenti un calme étrange. J'étais prête. Le dîner avait lieu dans le manoir des parents de Richard, une vaste propriété qui sentait le vieil argent. Richard était là, bien sûr, jouant le rôle du fils et du mari attentionné. Mais je connaissais la vérité. Et bientôt, tout le monde le saurait aussi. Nous en étions à la moitié du plat principal lorsque Richard s'est raclé la gorge. Et elle s'est levée, un sourire suffisant se dessinant sur ses lèvres. J'ai quelque chose à dire, annonça-t-il, les yeux rivés sur moi. Il a sorti une série de photos, des photos de moi avec Daniel. Il les a jetées sur la table, comme s'il jouait une main gagnante. Et la preuve, dit-il, la voix pleine de triomphe, de l'infidélité de ma femme. La salle est devenue silencieuse. Je sentais que tout le monde me regardait. Mais je n'ai pas bronché. J'étais prêt. Je me suis levé calmement et j'ai croisé le regard de Richard. Oui, dis-je, d'une voix ferme. Je connais cet homme. Mais ce n'est pas mon amant. C'est un acteur. Engagé par toi, Richard, pour me piéger. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur play. La pièce s'est remplie de la voix de Daniel, qui avouait tout. Le sourire de Richard s'est évanoui. Ses yeux se sont écarquillés sous le choc. Mais je n'avais pas fini. J'ai sorti ma propre série de photos et de vidéos, preuve des affaires de Richard. Je les ai jetées sur la table. Qu'est-ce que tu penses de ça, Richard? Demandai-je, la voix froide. Peux-tu les expliquer? Richard a bégayé, il a essayé de nier. Mais les preuves étaient indéniables. Le visage de ses parents s'est transformé en pierre. Mes parents, qui étaient restés silencieux jusqu'à présent, prirent la parole. Sale gosse ingrat. Rugit mon père à l'adresse de Richard. Nous t'avons confié notre fille, et voilà comment tu nous remercies. Et la mère de Richard était en larmes. Comment as-tu pu, Richard, dit-elle en sanglotant. Comment as-tu pu nous faire ça, lui faire ça? La suite ne s'est pas fait attendre. Nous avons divorcé. Les parents de Richard, furieux de la tromperie de leur fils, l'ont renvoyé de leur entreprise. Sa réputation était en lambeaux. Et moi? Je suis parti avec 3 millions de dollars d'indemnité. Aujourd'hui, Richard est sans emploi et tente de recoller les morceaux de sa vie. Et moi? Je suis libre. Je profite de la paix, du silence. Je profite de ma vie sans Richard. J'ai gagné. J'ai affronté Richard et j'ai gagné. Je l'ai surpassé, j'ai joué son propre jeu mieux que lui. Et ça fait du bien. Je me sens bien.